Et Monsieur Giraud. D'accord, très bien. Alors, je vous propose de vous installer pour cette dernière table ronde et tout le respect qu'on doit à ces intervenants de fin de journée. Je pense qu'on a perdu du monde au passage. La salle est un peu moins pleine que tout à l'heure. Soit tout le monde est parti se baigner. Je vois que Pascal m'aide à rassembler les troupes. Alors, cette dernière table ronde a pour titre « Solutions à venir ». Nous avons 4 intervenants présents, dont une personne en distance. Nous allons commencer par Mario Dogliani, qui est intervenu ce matin. Alors, on m'a suggéré pour cette dernière pause d'enlever les petits gâteaux et les petites friandises. Voilà. Pour les personnes qui ne veulent pas venir, je leur demande de se taire parce qu'on ne s'entend pas. Donc, nous allons parler des solutions d'avenir. Nous allons commencer par vous, Mario, qui était présent ce matin. Donc, vous êtes directeur du SDG PortMed et de la Fondation Philippe Cousteau. Vous allez nous présenter la perspective d'utilisation des bio-GNL dans le transport maritime. Nous aurons ensuite Benoît Duet, directeur de service commercial et développement LNJ, qui est en ligne et qui va nous parler également de cette perspective du GNL pour répondre à ces questions de pollution. Hervé Kouamelek qui sera là pour nous parler de l'électrification, notamment la solution que vous développez au sein de Schneider. Et puis, on reviendra à domicile avec Jérôme Giraud sur le pari autour de l'hydrogène qui est fait à Toulon. Et pour démarrer, Mario, je vous propose d'intervenir sur les perspectives bio-GNL. Grazie. Riprovo? Ok. C'est bon? Merci. J'essaierai d'être rapide. Je reprends ce que le professeur Léonidas a dit. Ce n'est qu'une solution parmi beaucoup d'autres. J'essaierai de dire des choses assez simples comme toutes les solutions dont on a parlé aujourd'hui. Beaucoup sont très compliquées. Je vais vous donner quelques éléments de contexte et je vais vous dire quelque chose sur l'utilisation du bio-GNL. Tout d'abord, le bio-GNL, c'est du méthane, mais produit de manière biologique. Donc, ne vient pas de sources fossiles. Il y a des choses importantes à comprendre. Le biogaz est produit en travaillant le biogaz, en enlevant le CO2 dans le biogaz. 50% du biogaz est
CO2, j'obtiens le biogénel. Pour avoir 1 mètre cube de biogénel, j'ai besoin de 585 mètres cubes de biométhane, à savoir 975 mètres cubes de biogaz, à peu près 8 tonnes de biomasse, déchets urbains, déchets agricoles, etc. Le bio-GNL a un grand potentiel. Sûrement, dans le moyen court terme, beaucoup plus que d'autres combustibles pour l'avenir, parce que depuis toujours, les moteurs arrivent à utiliser le GNL. Mon grand-père avait une voiture à méthane, pas liquide évidemment, mais en utilisant la biomasse, en termes de CO2, le biogénel est quelque chose d'intéressant. Alors, cette partie de pollution partirait normalement en atmosphère. La dégradation des déchets agricoles produit de la CO2. Donc, voilà pourquoi, vous le lisez, le biométhane liquéfié a un impact négatif sur le cycle de vie. C'est-à-dire, on enlève une partie des émissions qui partiraient dans l'atmosphère. On ne parle pas de particules, mais de CO2. Donc, c'est très intéressant. Les navires peuvent fonctionner avec GNL, oui, et alors elles peuvent aller aussi marcher aussi avec le biogénel. GNL et biogénel, c'est la même chose, c'est la manière par laquelle on les produit qui est différente. L'un vient d'un produit fossile, l'autre, c'est un combustible vert. Donc, nous avons déjà plusieurs navires fonctionnant au GNL dans le monde. À l'avenir, nous espérons qu'il y en aura davantage. Un navire qui fonctionne à GNL, bio ou pas, par rapport à un navire qui utilise des combustibles traditionnels, eh bien, ça signifie 23% de réduction des gaz à effet de serre. On parle de gaz à effet de serre, donc CO2, comme le disait le citoyen pour l'air. Donc, c'est très intéressant. Et combien de GNL est-ce qu'on produit aujourd'hui en Europe? Alors, j'ai dit quelque chose d'erroné. Combien de biogaz produit-on? Vous vous rappelez, hein, biogaz, pour devenir méthane, je dois diviser par 2 et pour devenir biogénel, je dois liquéfier. On produit 4577 terawatts. Et combien est-ce qu'on en utilise pour le transport? Très peu, 40 sur 4577 unités. Surtout en Italie, pour le transport, pour des raisons récentes, mais normalement, moi je parle des transports, pas du transport maritime, on utilise une très petite quantité. Et combien de biométhane est-ce qu'on produit en Europe? Ça, c'est du biométhane. 0,7% de la production de biogaz. Tout simplement parce que c'est une étape supplémentaire qu'on fait depuis peu, mais en puissance, tout le biogaz peut devenir biométhane. Mais aujourd'hui, on en produit 0,7% du biogaz total produit. La plupart du biogaz produit aujourd'hui, on le produit depuis 20 ans, est utilisé pour faire de l'énergie électrique, bioénergie électrique. Et qui produit du biométhane aujourd'hui en Europe? La France, beaucoup. L'Italie, un peu et en croissance. Les Pays-Bas. La France, en 2020, a eu plus 91 installations par rapport à 2019 et les premiers mois de 2021, plus 123 installations par rapport à 2020. Un grand effort. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de prometteur et d'utile. Et une installation de biométhane, combien produit-il? Vous le voyez là, jusqu'à 3700 mètres cubes par heure à partir de 100. Et qu'est-ce que cela signifie? 10 camions
alimenter biométhane pendant une année, ça fait 267 mètres cubes. Et la plupart des installations existantes n'arrivent même pas à alimenter 10 camions. Il y a plus de 6 millions de camions. Alors, combien de biogénel, biométhane nous servirait pour tous les alimenter? 145 milliards de mètres cubes. Aujourd'hui, tout le biométhane produit, c'est 2 mètres cubes. 2 milliards de mètres cubes. Bon, c'est très prometteur, mais il faut travailler. Et un bateau de croisière, voilà. Alors, 6 mois d'un bateau de croisière, c'est ça. Et alors, ce slide, qu'est-ce que cela signifie? Que la plus grande installation en Europe n'arrive pas à alimenter un bateau de croisière pendant un an. Pourquoi? Parce qu'il faut beaucoup de biomasse. Les installations nécessairement ne peuvent pas être trop grandes. Autrement, je pollue, je dépense à cause de la logistique pour collecter toute la biomasse. Donc, ces installations doivent être nécessairement petites. Hein? Ce n'est pas mauvais d'être petit. Et les prévisions de croissance sont importantes. 2021, 0,7%. Dans l'espace de 3 ans, c'est 10 fois plus. Et ça grandit. Heureusement, c'est une bonne nouvelle. Et combien du biométhane produit est connecté au réseau? Qu'est-ce que cela signifie d'être connecté au réseau? Vous l'imaginez très bien. Si j'ai un réseau comme en Italie, comme en France, pas en Espagne, si j'ai un réseau de gaz méthane très répandu, la chose la plus intelligente à faire avec mon petite installation, je produis mon biométhane et je l'injecte dans le réseau. Et beaucoup de petites installations ensemble peuvent alimenter beaucoup de navires dans le port parce que le port prend du réseau. Alors, je dois avoir un beau réseau, un bon réseau, et ce qui est le cas en Italie et en France. 47% aujourd'hui est connecté au réseau à peu près. Pour le reste, c'est une utilisation locale, mais moins efficace du point de vue du transport maritime parce que les bateaux en consommeraient beaucoup. Je suis presque à la fin. Quelles sont les perspectives du biométhane? C'est une étude de la Commission européenne d'il y a peu de mois, très récente. Tout ce qui est en vert, en bleu, c'est optimal. On l'a vu, ça grandit beaucoup. Je reprends ce que le professeur Leonidas a dit, ce n'est pas la solution de tous les problèmes. On l'a vu, on l'a dit, mais c'est une belle solution qui peut résoudre beaucoup de problèmes, surtout au niveau local. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire en général? Il faudrait promouvoir cette production de biométhane. En France, on le fait clairement. On le fait en Italie aussi. La production principale de biométhane est agricole. Un agriculteur n'est pas un producteur de combustible, donc il faut l'aider. Une autre production potentielle importante, c'est dans les villes, les ordures ménagères, les déchets écologiques. Les citoyens, là, sont importants. Ils peuvent être le premier acteur à pousser vers cela, grâce aussi au tri sélectif. Sûrement, en France, elle est bien répandue. Il est bien répandu le tri. Il faut donc aider, inciter ces petits producteurs à se connecter au réseau. S'ils se connectent au réseau, beaucoup de petites installations peuvent produire beaucoup. Il faut faire en sorte que la liquéfaction. Alors, moi, je dois liquéfier le méthane. C'est un processus coûteux qui demande aussi des compétences. LNG a bien ses compétences. Alors, dans le réseau, on met dans le réseau et on fait la liquéfaction dans peu d'installations. Et ensuite, il faut faire une bonne surveillance. Le biométhane est gratuit du point de vue de la CO2. Ça mène à des certificats blancs. Ça peut être une incitation économique forte en puissance. Et donc, il faudrait
faire en sorte qu'il y ait un chemin privilégié pour le shipping surtout. Donc, alors, ce n'est pas la solution de tout, mais ça peut aider. Merci de votre attention. Merci Mario pour cette intervention. Le temps de se connecter pour avoir Monsieur Duet en visio. Je me tourne vers la salle pour savoir si vous avez une question à poser. Sì, grazie per la presentazione. Una domanda. Oui, j'ai une question. Le biométhane, biogène, biofuel, c'est 0 CO2. Mais à Ajaccio, on pense faire une installation bio dans la ville, mais les citoyens disent « Bon, mais c'est moi, j'ai les émissions et l'économie, c'est quelqu'un d'autre qui les auront. » Quoi peut-on répondre à cette critique? Le biométhane n'est zéro parce qu'on l'a déjà comptabilisé. C'est-à-dire le fait que les déchets agricoles deviennent du gaz, c'est un fait naturel. Ils sont là quand même. Si ces déchets agricoles, je les transforme en biométhane et je brûle ça dans le navire, j'ai déjà comptabilisé ça en termes de global CO2 impact. Donc, tout ce que j'utilise, c'est négatif. C'est un avantage pour tout le monde. Donc, même cette partie, 50% que je prends du biogaz, c'est déjà comptabilisé dans les calculs de l'accord de Paris. Si ces végétaux déchets resteraient là, ils se transformeraient en méthane. Donc, c'est déjà comptabilisé. Et ce CO2 n'est pas rejeté dans l'atmosphère, mais utilisé dans d'autres installations industrielles pour d'autres types de façonnage industriel. Voilà pourquoi on a ce côté négatif. C'est doublement gratuit. Rebonjour, Michel Pierre, de France Nature Environnement du Var. Pouvez-vous nous donner la composition des émissions à la combustion du biométhane, c'est-à-dire les pourcentages de dioxyde, monoxyde, particules fines? Sono quelle del méthane. Comme le méthane, même chose. Méthane, GNL, biométhane, c'est la même chose. Vous me dites la composition de l'électricité produite par le soleil, c'est la même que celle produite par l'électricité. Du méthane, c'est du méthane. Ce qui va dans les fumées, que ce soit du méthane fossile ou bio, c'est la même composition, mais le bio irait quand même de toute manière dans l'atmosphère parce que le déchet agricole, de toute manière, il se décompose et arrive dans l'atmosphère, mais le fossile, il resterait là et je ferai l'extraction. Est-ce que vous avez entendu ce matin? Ce matin, nous avons parlé de ça. Soufre zéro. NOx, cela dépend. Particules. Le GNL n'est pas une invention. Le biométhane n'a rien de différent que le méthane. Je prends du matière qui comporterait quand même des rejets qui iraient dans l'atmosphère. Okay, merci pour ce retour. Je pense que M. Duet est avec nous, donc on continue avec le GNL, avec LNG. Monsieur Duet, je vous laisse intervenir. Quelle perspective pour le GNL carburant marin? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alors moi, je ne vous entends plus. Très bien. Donc, merci de me donner cette opportunité de participer à cette table ronde.
alors, j'ai pas pu avoir la traduction de l'intervention précédente. Alors, j'espère que je ne vais pas être trop redondant parce qu'on va parler aussi bio-GNL, évidemment, parce que quand on parle de perspective du GNL carburant, on ne peut pas ne pas parler de bio-GNL. Donc, j'espère ne pas être en contradiction avec ce que mon prédécesseur a indiqué. Et j'espère au contraire que voilà, les présentations se compléteront utilement. Alors, un mot peut-être pour commencer et pour parler de ces perspectives, un mot peut-être sur la société LNG, si vous ne nous connaissez pas encore. Donc, on est opérateur de terminaux méthaniers depuis plus de 50 ans maintenant. Hein. On est filiale de GRT Gaz, l'opérateur de transport de gaz naturel en France, au sein de la société LNG. Et on opère 3 sites en France, hein, un en Loire-Atlantique, hein, donc Montoire de Bretagne, et 2 à Fos, donc en Méditerranée, hein, Fos-Tonquin et Fos-Cavaou. Fos-Tonquin étant le plus ancien de nos sites, hein, 1972 comme date de mise en service, et puis Fos-Cavaou le plus récent, 2010. Alors, peut-être pour introduire ce sujet et pour parler des perspectives, il faut regarder de là où on vient. Pourquoi est-ce que le GNL s'est développé dans le domaine maritime, hein, s'est développé comme carburant marin? La première motivation, ça a été la lutte contre la pollution maritime. Ça fait écho à la question qui vient d'être posée. C'est vrai qu'il y a une opinion publique de plus en plus sensible à la pollution maritime, hein, aux fameuses fumées noires. Il y a aussi un cadre réglementaire qui s'est progressivement renforcé avec la mise en place des zones ECA dès le milieu des années 2010 et puis le Global Cap aussi au niveau mondial qui a été fixé par l'OMI, hein, et qui fixe des réductions de teneur en oxyde de soufre. Et puis, donc en Méditerranée, on attend aussi la mise en place d'une zone de contrôle des émissions de soufre, d'une zone CK à partir de 2025, je crois. Donc un renforcement progressif des réglementations autour de la pollution, et le GNL a cette particularité par rapport au fuel maritime de pouvoir avoir d'excellentes performances en matière d'émissions d'oxyde de soufre, mais également de NOx, de particules fines, de tous les polluants locaux. Pas seulement, et d'ailleurs ça a été indiqué dans la précédente intervention, il y a aussi des performances en matière d'émissions de CO2, puisqu'il permet globalement de réduire par rapport au heavy fuel oil de l'ordre de 23% les émissions de CO2. Alors si on regarde maintenant les développements récents sur le GNL, on voit que l'année précédente a été un peu une étape clé dans le développement du GNL comme carburant marin, avec la commande de plus de 240 navires au GNL. Alors ça peut paraître peu, mais la flotte mondiale de navires propulsés au GNL aujourd'hui est de 260, donc c'est la quasi-totalité de la flotte, et c'est plus que les 4 années qui ont précédé 2021. Donc il y a eu un vrai décollage, une vraie évolution en matière de commande de navires propulsés au GNL. Et plus intéressant également, les commandes de navires propulsés au GNL ont représenté 30% en tonnage des nouvelles commandes de l'année. Donc on a constaté un très très fort développement. Ce très fort développement, il est lié notamment au fait que les normes se mettent en place en matière de réduction des émissions de CO2, que ce soit au niveau européen, mais également au niveau mondial, et que le GNL apparaît comme une solution qui est de plus en plus plébiscitée pour pouvoir justement répondre à ces contraintes, à ces nouvelles contraintes qui viennent s'ajouter aux contraintes liées aux polluants locaux. Alors ça, c'est pour la partie monde. Et si on regarde au niveau français, il y a eu aussi récemment en Méditerranée, excusez-moi, j'ai un écho. Oui, voilà. En Méditerranée aussi, quelques développements importants avec l'arrivée des premiers soutages à Fos-sur-Mer, et notamment du premier navire souteur opéré par Total, qui est le Gas Vitality, que vous voyez sur la photo, et qui a souté la première ligne de porte-conteneurs propulsée au GNL. Donc le premier soutage a eu lieu début janvier, et ça marque une étape importante, parce que s'il y avait eu beaucoup de soutage dans tous les ports français, d'ailleurs, il y a eu des tests qui ont été faits
fait, il y a eu des premiers soutages. Là, on voit démarrer vraiment une activité très régulière avec un navire positionné en France, des souteurs et des soutages qui vont prendre vraiment de l'ampleur en termes de volume et en termes de fréquence. Donc le monde du GNL finalement et l'activité du soutage GNL démarre vraiment et c'est très heureux. Alors si on se place maintenant un peu plus vers l'avenir, si on se tourne vers l'avenir et si on regarde un petit peu ce que sera la transition du maritime et puis la question que tout le monde se pose, c'est-à-dire quel carburant pour la transition du maritime. Le précédent intervenant a très bien parlé des biofuels et en particulier du bio-GNL, donc je ne vais pas m'étendre, mais c'est vrai qu'il y a deux types de filières hein, globalement. Les filières bio, à partir de biomasse pour l'essentiel. Hein. Et donc, le bio-GNL en fait partie. Et puis, les filières, les e-fuels, qui sont assez nombreux et qui sont produits à partir essentiellement d'hydrogène. Donc, soit l'hydrogène est utilisé directement comme carburant pour la transition pour le secteur maritime, soit il est combiné à d'autres molécules pour former de l'e-ammoniac, de l'e-GNL ou de l'e-méthanol. Et donc, mais avec toujours une base et un vecteur hydrogène. Donc voilà les deux grandes familles. Et puis après, dans les e-fuels, on peut distinguer l'hydrogène et l'ammoniac qui sont deux carburants qui n'émettent pas de CO2. Et puis l'e-GNL et l'e-méthanol qui sont des carburants qui, à la combustion, émettent encore du CO2, mais qui restent neutres puisque c'est du CO2 qui a été capté précédemment, évidemment. Donc ça, c'est pour le panel des carburants. Alors, quels sont les carburants qui sont susceptibles de se développer à l'avenir? Évidemment, j'ai oublié ma boule de cristal, mais il est très important quand on regarde ces carburants, et probablement que la réponse est un peu tous les carburants, et probablement qu'il n'y en aura pas un seul qui va s'imposer, mais il faut bien garder en tête quand on regarde justement la diffusion d'un tel carburant dans un nouveau secteur comme le secteur du maritime, hein, ou plutôt d'un nouveau carburant dans un secteur existant comme le secteur du maritime, tout un tas de paramètres. Alors, il y a le premier qui est le paramètre technique. Il y a aujourd'hui des carburants qui sont disponibles immédiatement. C'est le cas du GNL. Ce n'est pas le cas de tous les carburants que je vous ai exposés. Par exemple, aujourd'hui, l'ammoniac, si on en croit DNV, hein, et la dernière étude de DNV, sera disponible au mieux à la fin de la décennie. Hein. Donc, on aura, voilà, c'est le petit graphe en haut à droite que vous avez sur le slide. L'hydrogène également est aujourd'hui présent sur des pilotes, mais par exemple l'hydrogène liquéfié, on est encore loin de pouvoir avoir des solutions commercialement viables et utilisables sur une flotte commerciale. Donc il y a cet aspect technique hein, qui reste prépondérant. Il y a encore des développements à faire pour assurer la disponibilité de ces carburants. Et puis, il y a aussi des contraintes techniques à prendre en compte. Si le fuel maritime a connu un tel succès, c'est parce que c'est un carburant qui a des propriétés absolument exceptionnelles, notamment en termes de densité énergétique. Et on sait que pour le transport, c'est absolument essentiel. On voit que, par exemple, en termes de densité volumique, il faut 2 fois plus de volume de CH4 pour produire la même énergie, donc de CH4 liquéfié, hein, de GNL bien sûr, parce que le GNL est du méthane liquéfié. Ça, ce sont les pompes que vous voyez en bas. Le méthanol, c'est près de 3 fois, l'ammoniac, c'est près de 4 fois, et l'hydrogène liquide, près de 5 fois, l'hydrogène comprimé, près de 9 fois par rapport au fuel oil, et les batteries, c'est 50 fois. Donc, si on veut faire propulser un porte-conteneur à l'électricité, il faudrait avoir un deuxième porte-conteneur à côté hein, qui transporterait uniquement les batteries, voire même un troisième. Donc, on imagine évidemment les contraintes que ça pourrait poser. Donc, il y a bien sûr aussi ces contraintes en termes de design, hein, en termes de conception des navires, sont tout à fait importantes pour des navires qui ont besoin aussi de préserver la capacité commerciale et qui font face à de multiples contraintes par ailleurs. Et puis, ce sont que la technique, la disponibilité technique, le design ne sont
qu'un aspect du problème, parce qu'il faut prendre en compte la production, hein. Aujourd'hui, l'hydrogène est produit à partir de méthane, donc ce n'est pas de l'hydrogène vert qui est produit, 95% de l'hydrogène est produit à partir de méthane. Donc produire de l'hydrogène vert, ça nécessite aussi de mettre en place les capacités de production. Il y a beaucoup de projets qui sont en train de se mettre en place sur le sujet. Il faut pouvoir stocker aussi. Stocker par exemple de l'hydrogène liquide à moins 253 degrés, c'est un enjeu aujourd'hui qui est très complexe. Le distribuer, assurer des opérations en termes de fréquence, en termes d'efficacité dans les ports, les CIMOPS, etc. La sécurité, la régulation qui doit suivre. Donc, voilà, la diffusion de carburants alternatifs prendra du temps. C'est quelque chose qui est en route et il y aura sans doute plusieurs carburants. Si on se place à un horizon 5, 10, 20, 30 ans, il y aura sans doute plusieurs carburants qui coexisteront. Il faut savoir qu'aujourd'hui, hein, entre les navires qui fonctionnent au GNL aujourd'hui et les nouvelles commandes, on atteint à peine 1% du nombre de navires en circulation, hein, dans le monde. C'est à peu près 500 navires sur 50 000 navires dans le monde. Donc on voit qu'il y a un vrai potentiel pour la diffusion de ces carburants alternatifs, mais que ça prendra beaucoup de temps, évidemment. Et alors pour terminer, si on revient un petit peu au GNL carburant marin, aujourd'hui, c'est du GNL d'origine fossile, hein, qui est essentiellement utilisé dans les navires qui sont actuellement propulsés au GNL. J'ai évoqué cette possibilité de pouvoir évidemment aboutir vers le bio-GNL, mais on pourrait dire qu'il y a essentiellement peut-être deux chemins, hein, qu'on pourrait imaginer. Et on parle souvent de GNL comme carburant de transition. Le premier chemin, ce serait de dire, voilà, les navires propulsés au GNL pourraient être convertis à d'autres carburants qui sont zéro émission, comme l'ammoniac par exemple. Donc toujours sur cette étude récente de DNV qui s'attache aux technologies de demain, on voit que les navires dual fuel GNL qui sont ammonia ready sont les solutions qui aujourd'hui sont les plus économiques pour le transport maritime. Donc c'est une possibilité qui est intéressante, c'est de se dire, voilà, le GNL permet demain de pouvoir passer à des énergies qui sont neutres en carbone. Et puis le deuxième chemin, c'est de dire, mais voilà, le GNL d'origine fossile va être progressivement remplacé par du bio-GNL. On a, avec d'autres partenaires de la coalition, et j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, lancé un premier projet de production de bio-GNL avec une chaîne physique directement jusqu'aux navires jusqu'à des navires à fosse de CMA-CGM, donc toute la chaîne, hein. Donc c'est un premier projet de production qui vise à démontrer la faisabilité de l'incorporation progressive de bio-GNL pour le GNL maritime. Et puis, on pourrait même aller plus loin. Il y a aujourd'hui des travaux qui sont faits pour récupérer le CO2 issu des fumées sur les navires. Donc, c'est aussi une autre piste pour faire un carburant absolument totalement neutre en carbone, c'est de récupérer le CO2 directement sur le navire et ensuite de pouvoir le séquestrer, voire le réutiliser en le combinant à l'hydrogène pour faire de l'IGNL. Donc, il y a cette piste aussi qui est de dire on reste au GNL, mais on devient progressivement neutre en carbone en travaillant sur cette combinaison de technologies. Merci, monsieur voilà. pour cette perspective autour du GNL. Et sans transition, je vais proposer à Hervé Quatmelek de Schneider Electric d'intervenir sur la connexion des navires à quai et de cette perspective autour de l'électrique. Pas de signal, c'est ce qui a marqué dessus. Voilà, le temps voilà, de bonjour à tous et à toutes. Donc oui, je vais vous parler un petit peu de la connexion à quai des navires. C'est sûr que le minimum qu'on puisse faire quand on veut limiter les émissions, c'est justement d'éteindre les moteurs ou d'éteindre les groupes. Donc il existe des solutions de raccordement à quai des navires lorsqu'ils sont au port pour un certain temps. Le retour d'expérience que l'on veut vous faire, il est sur le port de Marseille, puisque sur le port de Marseille, nous avons équipé un certain nombre de quais pour raccorder les navires, et ce sont des navires de passagers qui transitent entre la Corse et Marseille. Donc il y a des bénéfices majeurs. Le principal, vous l'imaginez bien, c'est un bénéfice environnemental, puisque grâce à ces solutions-là, on s'affranchit complètement des émissions de NOx et de SOx.
Et c'est un enjeu très, très fort pour le port, étant donné les discussions qu'on a depuis le début de la journée. La deuxième chose, ce sont une réduction des nuisances sonores également, puisque jusqu'à preuve du contraire, l'électricité ne fait pas encore trop de bruit. Enfin, certains pourraient le contester avec les éoliennes, on ne va pas en parler aujourd'hui. La réduction des nuisances sonores dans un port avec effectivement des groupes ou des moteurs de bateaux qui sont éteints lorsqu'ils sont accostés. Et puis, c'est une solution qui a de l'avenir, ou en tout cas qui est en train de se développer. Alors, sur le port de Marseille, puisque après avoir installé les premiers quais, il y en a 4 autres qui sont en cours de réalisation. Et le port de Marseille est également en train de réfléchir au raccordement à quai des navires de croisière qui sont sur plutôt la partie nord du port, donc près de l'Estac, puisque ça constitue également des émissions assez importantes. Je crois que le port de Toulon, d'ailleurs, est également sur cette dynamique. Ce qui est assez important en termes d'apprentissage également sur cette solution de raccordement à quai des navires, c'est que ça a permis de nouer une certaine collaboration entre les différents acteurs de cette filière. Bien entendu, les armateurs, parce que c'est les premiers concernés. Je vous rappelle que pour pouvoir connecter un navire, il faut équiper le quai, mais bien entendu, il faut équiper le navire. Et ça demande un certain nombre de travaux sur les réseaux électriques du navire et les systèmes de raccordement, ou en tout cas de prise de courant, parce que c'est pas la petite prise que vous avez chez vous, c'est légèrement plus gros. Donc, les armateurs, bien entendu, les ports, puisque installer ce genre de système de raccordement, ça veut dire aussi augmenter de manière substantielle la consommation des ports, et donc ça veut dire adapter à la fois la manière de gérer l'énergie, et puis s'assurer que quand le bateau a besoin d'énergie, le port, ou en tout cas le réseau autour du port, est capable de le donner. Puis bien entendu, les fabricants, que ce soit que les fabricants d'équipements de solutions de raccordement, de câblage, de matériel électrique ou d'automatisme, et puis également les fabricants de bateaux, puisqu'on a parlé des armateurs, mais les fabricants de bateaux, eux aussi, ont à prendre en compte cette solution-là dans le design de leur bateau, parce que chaque mètre carré, je pense, est extrêmement important sur les bateaux, et donc anticiper l'intégration de ce type de solution est absolument essentiel. Alors, si on parle un peu du futur de la connexion à quai, parce qu'aujourd'hui, les solutions existent pour le raccordement à quai des navires, quelle que soit la puissance, quelle que soit la tension, et puis quelle que soit la fréquence, parce que c'est une particularité du maritime, on n'est pas sur la même fréquence que sur la Terre, mais ces solutions-là existent. Mais demain, l'enjeu du raccordement à quai des navires, c'est de pouvoir l'intégrer dans des microgrids portuaires. Qu'est-ce que c'est qu'un microgrid? C'est finalement réussir à avoir une gestion intelligente de l'énergie sur le port, de manière à pouvoir adapter sa production d'énergie, puisque l'intérêt est quand même de faire de l'énergie verte pour raccorder les bateaux. Il est bien entendu que si vous mettez une centrale à charbon pour alimenter à quai un bateau, ça a beaucoup moins d'intérêt. Donc, c'est gérer l'énergie verte, la production d'énergie verte qui peut se faire sur un port. Je crois qu'on parlera tout à l'heure d'hydrogène, mais ne serait-ce que des panneaux solaires ou des éoliens, c'est des choses qui se font naturellement. Donc, c'est adapter la consommation à la production ou la production à la consommation. Donc, c'est d'essayer d'avoir un réseau intelligent qui permet d'avoir cet équilibre entre les deux. Ça permet également d'avoir une gestion ou une mesure un petit peu plus fine de la consommation électrique. L'ampère qui coûte le moins cher et qui émet le moins de particules, c'est l'ampère qu'on ne consomme pas. Donc, il y a un vrai enjeu d'optimisation de la consommation d'énergie, que ce soit sur les bateaux, au travers d'un certain nombre d'appareillages ou d'outils, ou que ce soit sur les ports, sachant que les ports, non seulement il y a l'enjeu du raccordement à quai des navires, mais on a de plus en plus d'installations sur les ports qui vont nécessiter aussi l'électricité, ne serait-ce que la mobilité électrique qui va se développer certainement de plus en plus sur les réseaux portuaires. Voilà, donc le réseau qu'on appelle le microgrid portuaire, qui est une intelligence qui va utiliser les informations qui sont prises sur les éléments de production et de consommation du port, va permettre d'optimiser cette partie-là. Et puis la deuxième chose, le futur de la connexion à quai aussi, il faut y penser, c'est le développement des bateaux électriques. Alors, je ne parle pas des bateaux qu'on avait tout à l'heure, parce qu'il faudrait une grande rallonge pour pouvoir, ou alors beaucoup de batteries, comme il disait le monsieur, pour pouvoir les faire fonctionner. En revanche, pour ce qui est de la plaisance, ou pour ce qui est du transport de passagers de petite distance, les choses sont en train de se développer beaucoup. Et quand ces bateaux-là vont devoir se raccorder sur le quai, au même titre que sur les véhicules électriques, ça va demander de la puissance, ça va demander de l'organisation, ça va demander de la gestion de production et de consommation.
Aujourd'hui, les bateaux 100% électriques pour faire des petits trajets à passagers, on n'a pas encore la solution. Enfin, on a des solutions, mais comme on le disait tout à l'heure, la taille des batteries ne le permet pas. En revanche, ce qu'on voit de plus en plus avec les constructeurs de bateaux, c'est d'avoir finalement les derniers mètres qui sont faits à l'électrique quand on rentre dans le port. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement viable, mais qui nécessitera de la connexion électrique. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour cette intervention synthétique et efficace. Et on termine avec le local de l'État, Jérôme Giraud, qui est directeur des ports de Toulon et de Sarade, et le pari orienté sur l'hydrogène. On vous écoute, Jérôme. Oui, bonjour à tous, merci. Bonjour à tous, merci. Alors, dernière table ronde de la journée, dernier intervenant de la dernière table ronde, alors qu'on a presque pris déjà une demi-heure de retard. Tout a été dit par des experts éminents, tous plus spécialistes les uns que les autres de leur domaine. Mais on va quand même essayer de peut-être, pas synthétiser, et je n'en ai pas la prétention ce qui a été dit aujourd'hui, mais de se projeter différemment par rapport à une approche concrète qu'on a menée sur notre territoire autour du port, notamment autour de l'hydrogène. Alors, je ne me retrouve pas du tout dans la photo. Quand j'ai envoyé une présentation, il n'y avait pas une photo avec de la fumée. On n'était pas du tout sur cette logique-là, on était justement sur quelque chose de plus doux, en expliquant avant tout le contexte dans lequel on se trouve. Mais ça a été dit largement aujourd'hui et partagé. Ce qui pouvait apparaître à un moment donné comme étant du greenwashing pour certains, une lubie pour d'autres, devient aujourd'hui une nécessité absolue. Si on ne sait pas, 1, décarboner, 2, dénuisancer l'activité maritime dans des ports comme les nôtres, et surtout dans des ports comme celui de Toulon, collés à une interface urbaine de grande proximité, on ne saura plus faire concilier le développement de l'activité maritime avec ce que les populations sont en capacité d'accepter. Et du coup, les élus, et ce n'est pas le premier d'entre eux ici qui est préoccupé par ces sujets-là, qui donc, on dira, ne pourront plus suivre le développement des activités portuaires. Et donc, on va se retrouver en conflit. Et donc, plutôt que d'être dans le conflit, ça a été dit par Pierre Maté tout à l'heure, on a aujourd'hui, certes, une multitude de problèmes, mais qui sont maintenant connus et appréhendés comme il se doit. Et face à ce problème, un mix de solutions. Et donc, l'hydrogène fait partie du mix, mais on l'a entendu depuis tout à l'heure. Il y a tout un tas de solutions qui vont pouvoir être mises en place, qui chacune à leur place va permettre, dans le cadre d'un mix intelligent, de dénuisancer la totalité de nos activités maritimes pour qu'elles soient conciliables avec le fait de cohabiter avec un environnement urbain de proximité. Alors là-dedans, quel rôle peut jouer l'hydrogène ? C'est intéressant de passer juste après mes collègues ici. Je parlais de mix énergétique. Il y a d'abord la question du branchement à quai, telle qu'elle vient d'être évoquée. Ça va être fait sur le terminal de TCA ici sur Toulon. La métropole, avec l'aide de la région et de l'État, est à l'initiative de cette démarche en relation avec notre premier armateur qui est Corsica Ferry, pour faire en sorte, comme à Marseille, que la totalité des quais ici en centre-ville de Toulon, commerce, bénéficie d'une connexion électrique des navires à quai. Pour les ferries, pour les croisières, ça sera le cas dès 2023, donc on part de l'année prochaine, et 2024 pour les bateaux de croisière, qui sont certes de plus petite taille que ce qu'on a sur Marseille, ce qui nous permet de voir la possibilité d'avoir une connexion électrique des navires à quai en rade de Toulon qui correspondent à la quasi-totalité des navires qui viennent fréquenter nos installations. Vous l'avez aujourd'hui à travers les vitres du palais du commerce et de la mer. On a un bateau ferry et un bateau de croisière qui sont en train de cohabiter. À terme, en 2024, ces deux bateaux, qui seront en escale pendant la journée, en escale longue, auront la capacité de se connecter par le réseau à quai et du coup d'éviter toute émission, toute nuisance, qu'elle soit sonore, qu'elle soit en termes environnementaux ou autre. Donc ça, c'est le premier sujet, mais ça ne suffit pas. C'est le sujet essentiel. On va gommer 85% du temps d'émission à quai à l'échelle de la rade. Il va falloir travailler sur le reste. Et pour faire en sorte que les personnes qui assurent la traduction sont en capacité de le réaliser au-delà de l'énergie que je mets dans ma discussion, je vais réduire le flot de ma parole. Donc, que peut apporter l'hydrogène là-dedans? Ça a été beaucoup évoqué. La révolution hydrogène, est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est une réalité? Et si c'est une réalité, comment est-ce qu'on va être en capacité de l'aborder, de l'appréhender? Sur ce territoire, à l'échelle de la Chambre de commerce et d'industrie du Var, qui est à la fois exploitante du port, mais également aménageur du territoire et accompagnée par les collectivités territoriales, qu'elles soient métropolitaines ou régionales, on a misé sur cette révolution hydrogène en voulant lui donner une expression qui nous permette à la fois de dénuisancer l'activité maritime sur le port, mais aussi d'apporter une perspective d'industrialisation du territoire
à travers la transition énergétique. Donc, on va le dérouler assez rapidement à travers quelques slides. Il y aura, je vous rassure, plus de photos que de textes. Et ça sera du coup beaucoup plus facile pour les traducteurs d'expliquer ce que je saurais exprimer. D'abord, la révolution hydrogène, c'est quoi? Il y a hydrogène et hydrogène. Ça a été évoqué, comme il y a GNL et gaz. J'y reviendrai. Comment est-ce que ça commence? Parce que si on ne fait qu'en parler et que si jamais ça se traduit dans des actes concrets à portée de main, d'ici quelques mois, on peut en parler, mais malheureusement, ne pas y croire. Et donc, nous, on a la possibilité de travailler sur la production d'hydrogène vert massifié sur le plateau de Signes, à proximité du circuit du Castellet, à quelques kilomètres d'ici, pour venir alimenter des usages territoriaux. Pourquoi est-ce qu'on va le faire? Je vais vous montrer quelques photos de déploiement d'usages qui sont associés à cet hydrogène vert sur l'ensemble de la filière portuaire qu'on est capable d'appréhender. Et puis ensuite, de voir aussi, ça a été évoqué par certains d'entre nous depuis ce matin, il y a l'hydrogène en tant que molécule, mais elle peut servir aussi comme matière première à d'autres carburants, des carburants de synthèse qui aussi viendront contribuer à la décarbonation et à la capacité de dénudancer nos activités. Donc, je l'ai dit, ça a été dit depuis ce matin, on ne va pas y revenir. Le parti pris sur ce territoire, dans ce port, c'est d'orienter notre stratégie hydrogène à travers le déploiement d'une filière d'hydrogène vert, de la production jusqu'à ses usages. Tant qu'à faire, faisons-le bien. Il y a d'autres territoires qui sont en capacité de disposer d'autres hydrogènes. Ils seront sans doute valorisés. Sur ce territoire, il va falloir se doter de nos propres capacités de production. Le parti qui a été pris, c'est de le faire à partir d'hydrogène vert uniquement. Et je vais vous expliquer comment on va s'y prendre. Alors, comment est-ce que ça se passe? À travers le dispositif, le programme Innovar, innové par l'hydrogène dans le Var, la Chambre de commerce, avec ses partenaires, a déployé un programme. Alors, cette slide, elle est assez touffue, mais elle est très simple à décrire. C'est la poule et l'œuf. Si vous voulez parler hydrogène, vous devez traiter à la fois de la production d'hydrogène vert, massifié. Pourquoi massifier? Pour qu'elle soit en capacité, ensuite, de cette unité de production, de livrer un hydrogène à hauteur de 10 € du kilo pour des usages du quotidien. On sait très bien qu'au-dessus de ça, ça ne marchera pas. 10 € du kilo d'hydrogène quand vous êtes un utilisateur à la pompe pour votre voiture ou pour votre groupe à électrogène, et j'aurai l'occasion d'y revenir, c'est l'équivalent de si vous payez 1,80 € du gasoil pour un équivalent au gasoil. Donc, on voit bien qu'à cette échelle-là, si on arrive à livrer un hydrogène vert à 10 € du kilo, on est sur des usages qui sont en capacité de rencontrer et de remplacer des usages qui étaient remplis par le gasoil jusqu'à aujourd'hui. On va produire et on accompagne à travers Innovar une unité de production d'hydrogène vert massifié sur Signes qui sera en capacité dès l'année prochaine, dès l'année 2023, le permis a été déposé le mois dernier, de livrer de l'hydrogène vert sur l'ensemble de notre territoire par électrolyse connecté à des champs de panneaux photovoltaïques qui sont déjà installés et qu'il faudra simplement connecter à des électrolyseurs pour livrer cet hydrogène. Dans un premier temps, 2 tonnes d'hydrogène par jour qui seront livrées à partir de l'année prochaine, avec la possibilité de grimper jusqu'à 12 tonnes par jour dans la foulée. Et en dessous de ça, en même temps qu'on accompagne l'émergence d'une filière de production, il a fallu travailler à déployer les usages pour que le cycle de la poule et de l'œuf n'ait pas à être traité d'un point de vue d'une équation, mais bien d'un accompagnement partagé entre la production et les usages. Et c'est un ensemble d'opérateurs qu'on a su fédérer autour de nous. Je vais vous en donner quelques exemples pour être en capacité d'assurer des usages à l'échelle de notre territoire. Alors, sur le port, comment est-ce que ça se traduit? On l'a évoqué, le branchement à quai va permettre de résoudre 85% du temps d'émission à quai. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut savoir adresser le reste. Pour les petites unités, on va schématiser. Il y a des spécialistes des affaires maritimes qui sont dans la salle, que je reconnais et qui ont travaillé sur le sujet, jusqu'à des bateaux de 24 mètres, c'est-à-dire tous les bateaux de servitude dans le port, c'est-à-dire tous les bateaux des bateliers qui assurent la connexion des îles ou qui assurent le transport de passagers croisière. On a la particularité ici dans la rade d'avoir des bateaux de croisière qui escalent sur la Seine-sur-Mer et qui ensuite viennent amener avec des bateaux de 250 passagers les passagers sur Toulon. On a la chance en rade de Toulon d'avoir des bateaux-bus qui ont des cycles courts et qui font cette taille de 25 mètres qui transportent 200 passagers. Jusqu'à cette taille de bateau, la mobilité électro-hydrogène est adaptée. Aujourd'hui, et sur étagère, il existe des solutions pour être en capacité d'avoir ces bateaux qui soient convertis à l'hydrogène, et on va accompagner cette démarche. On a eu un tout petit bateau, le bateau Innovayacht, dont vous avez sans doute entendu parler, qui a été produit sur la Ciotat, qui a fait ses tests ici en rade de Toulon, et on va accompagner la métropole, puisqu'elle en a la volonté dans sa capacité de convertir
tout ou partie de ces bateaux-bus à de la propulsion électro-hydrogène. On va accompagner les bateliers également dans leur mutation. Si demain, il y avait des yachts qui sont en capacité de fonctionner à hydrogène, il est de notre responsabilité dans le port de mettre à disposition des outils de distribution d'hydrogène pour que ces mobilités puissent se déployer et ainsi favoriser la décarbonation de leur activité. Ça, c'est le premier vecteur. Deuxième vecteur, on a beaucoup parlé de connexion électrique des navires à quai de grande capacité, mais que fait-on des terminaux isolés? On a la particularité ici en rade de Toulon d'avoir une activité intensive ici sur Toulon. On va résoudre le problème par la connexion électrique des navires à quai par le réseau. Les travaux sont en cours, on va le réaliser. Nous avons aussi un autre terminal sur la Seine-sur-Mer, à Brégaillon, qui accueille d'autres types de bateaux. Alors, ils ont la même couleur, vous le voyez en haut à droite, mais il n'a pas vocation, ce bateau-là, à transporter des passagers. Il n'a pas besoin de maintenir à température ses cabines. Et quand il est là pour effectuer des opérations de transport de marchandises, en l'occurrence des voitures neuves sur l'Algérie, il n'a pas besoin, quand il est connecté à quai, du mégawatt ou du 1,5 mégawatt qu'a besoin le même bateau quand il transporte des passagers. Et donc, pour cette solution-là, on n'est pas obligé d'aller tirer de l'électricité sur le réseau en positionnant, comme vous le voyez sur la photo en haut à droite, un groupe électrogène à hydrogène. On a une capacité de substituer l'utilisation du groupe électrogène du bateau à un groupe électrogène à hydrogène qui, lui, est zéro émission, contrairement aux émissions que le groupe électrogène du navire émet quand il est en train de fonctionner. Ce bateau-là, il reste en moyenne, je pense, couvert de pneumatique, 48 heures dans le port, le temps d'effectuer ces opérations. Quand on va être en capacité de positionner à un coût équivalent de ce qu'était le coût du gasoil pour l'armateur, un groupe électrogène qui lui permettra de se connecter, sans avoir à faire des travaux monumentaux, on sera en capacité de le régler. Et ce groupe électrogène, puisqu'il est mobile, pourra être transporté sur d'autres terminaux isolés entre la Seine-sur-Mer. Si on avait un gros yacht sur Saint-Mandrier qu'on était dans l'incapacité de connecter par le réseau, on saurait le faire à travers le groupe électrogène. Donc ça, c'est les solutions liées à la mobilité maritime, liées à l'hydrogène. C'est un cran supplémentaire, mais ça ne suffit pas parce que dans un port, et ça a été évoqué depuis ce matin, au-delà des bateaux, vous avez tout ce qui rentre et ce qui sort du bateau ou ce qui sert à charger et décharger le bateau. Et donc, vous avez ici tout un tas d'utilisations qui sont en nécessité de mobiliser aujourd'hui des moteurs qui fonctionnent au gasoil qu'on peut transférer sur des utilisations électro-hydrogène. Ça va bien entendu des flottes de véhicules qu'on a dans le port, ça c'est facile, que ce soit sur du full hydrogène d'ailleurs, ou de la recharge de véhicules électriques en mode booster, comme vous voyez en bas à droite, en utilisant là aussi des groupes électrogènes. La possibilité aujourd'hui pour des tracteurs ou pour des camions, des 44 tonnes, on a vu le test qui a été réalisé ici, en rade de Toulon il y a une quinzaine de jours, de basculer certains outils du transport de marchandises sur les quais à de l'électro-hydrogène. Tout ceci va nous permettre d'avoir un nouvel écosystème qui consommera de l'hydrogène et surtout d'avoir la totalité de ces opérations qui se feront en nuisance zéro et à émission zéro. On a un parc aujourd'hui sur le terminal de la Seine-sur-Mer où on a 3000 véhicules qui sont stationnés. Les véhicules avant d'être exportés, aujourd'hui, il y en a très peu qui fonctionnent à l'électricité puisque la part des véhicules électriques est assez limitée sur le parc. D'ici quelques années, sur chaque terminal qui assure la logistique de véhicules neufs, il faudra être capable d'assurer la recharge rapide de ces véhicules. S'il faut tirer autant de câbles que de zones dédiées à ça, ça va nécessiter du temps et de l'argent. Si on utilise des groupes électrogènes zéro émission, ça nous permettra de le réaliser. Et donc, ça, c'est les solutions qu'on avait sur la Terre. Et puis, en transition par rapport à ce qui était évoqué tout à l'heure, mais ça a été dit, et déjà très bien dit par des opérateurs depuis ce matin, donc je ne vais pas me permettre d'aller sur ce terrain-là, mais l'hydrogène pour les petits bateaux, pour les petites unités, pour la petite mobilité, c'est déjà un pas conséquent qui peut être réalisé. Mais au-delà de ça, d'utiliser cette molécule pour être à l'origine de carburants alternatifs décarbonés, on a évoqué le e-méthanol, on a évoqué le e-ammoniac, avant même l'hydrogène totalement qui va être difficilement adapté pour cette grande typologie de navire, avec deux avantages, j'en terminerai là-dessus. Premièrement, c'est adapté à la mobilité lourde, puisque le biométhanol aujourd'hui, sur des gros bateaux, est adapté comme du gasoil. Il faudra régler le problème de sa puissance. Il faudra sans doute 2 fois plus de méthanol que ce qu'il faut de gasoil en stockage, mais c'est des lignes courtes, comme on l'avait d'accord, c'est adapté. Mais le principal avantage, c'est que la totalité des unités que vous voyez ici sur cette slide sont des bateaux qui existent, sont des bateaux qui sont récents, et sont des bateaux qu'on ne pourra pas remplacer en 10 ans. Donc, quand vous avez un armateur, qu'il soit batelier, comme on en a ici dans la rade de Toulon, ou opérateur de ferry sur la Corse, qui est une flotte de 10 navires neufs,
il va pouvoir peut-être en convertir quelques-uns au GNL, progressivement. Mais qu'est-ce qu'il fait de sa flotte existante? Et le gros avantage des carburants de synthèse comme le biométhanol réside dans le fait qu'ils vont pouvoir être utilisés sur les flottes existantes, moduler le petit passage en chantier qui permettra, comme on amène sa voiture pour mettre un kit éthanol à 1 000 €, l'armateur, avec un ticket plus important que ça, Pierre Mattei, sera en capacité d'adapter sa flotte existante. C'est 10 millions, mais à l'échelle de ce qu'un bateau, on doit être sur les mêmes ratios. Mais ça veut dire aussi qu'on est en capacité de s'inscrire dans une trajectoire qui n'attendra pas que de nouvelles technologies soient suffisamment matures pour être en capacité de produire en série les bateaux dont vous avez besoin dès demain. Et donc, il n'y a aucune opposition en fait entre tout ce qu'on a dit. On va avoir besoin d'un mix énergétique. Toutes les solutions qui ont été évoquées jusqu'ici, du GNL à l'électricité à quai, en passant par l'hydrogène, qu'il soit pur ou qu'il soit une matière première pour un carburant alternatif, vont être nécessaires pour que nos activités continuent à se déployer sans pour autant être en affrontement avec des populations qui, de façon légitime, aspirent à voir des bateaux, certes, mais pas à se remplir les poumons de tout un tas de produits polluants. Donc, c'est tous les challenges qu'on a à relever. Avec en conclusion, je ne vais pas y revenir parce que j'ai presque tout dit, mais je voudrais évoquer sur un dernier point avant de terminer. Un, on dénuisance et on permet à l'activité de demeurer. Deux, on crée une activité nouvelle sur nos territoires et on fait des ports, pour une fois, le premier effet levier sur le territoire pour faire émerger une transition, alors que d'habitude, les ports sont à la traîne. On a la possibilité, avec les photos que je vous ai montrées, ce n'étaient pas des photos de synthèse, ce sont des vraies photos, d'amorcer dès demain un mouvement grâce aux ports. Et donc, on met les ports au cœur d'un développement nouveau, au cœur d'une transition, alors que jusqu'à aujourd'hui, ils étaient systématiquement mis à l'index et à juste titre, parce qu'ils apportaient des éléments considérés comme étant négatifs. Et au-delà de ça, et c'est ma conclusion, et c'est pour moi le plus important, on crée une filière, on crée de l'emploi industriel sur nos territoires, parce que ces carburants alternatifs, il ne va pas falloir attendre qu'ils soient produits ailleurs dans le monde ou ailleurs en Europe. Il faudra être en capacité sur nos territoires. On a la chance d'avoir une grande zone industrielle et portuaire de 10 000 hectares à Fos-sur-Mer, qui, lors du siècle dernier, a su se déployer par rapport à ce qu'étaient les énergies disponibles à ce moment-là, qui doit être en capacité de nous alimenter, l'ensemble de nos ports du littoral, en carburant propre, mais en créant de l'emploi non délocalisable sur des activités innovantes et qui contribuent à un monde meilleur. Et je pense que c'est notre responsabilité à tous. Et nous, en tant que Chambre de commerce, c'est aussi dans notre ADN qu'au-delà des usages que j'ai décrits ici, on contribue, avec l'aide des collectivités et des acteurs industriels, à maintenir un emploi industriel sur nos territoires, parce que c'est aussi de ça que l'on vit. Voilà, merci. Merci, Monsieur Giraud. Nous avons en fait du retard, comme vous l'avez remarqué. Nous arrivons à la fin de cette dernière table ronde. S'il y a une ultime question, une ultime remarque, nous la prenons. OK. Alors, je vais laisser la parole à Monsieur Robin et Pierre-Charles Marie après. Pour faire très vite, moi j'avais une question pour Monsieur Duet après la pile à combustible, Monsieur Giraud qui nous a un peu réveillé. Merci, votre énergie. Concernant l'ammoniac, on est passé un peu vite. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler maintenant de ce carburant finalement du futur. Alors, ce n'est pas zéro émission, c'est zéro carbone, sans doute en émission, je le précise parce que bon, ici, il y a quelques spécialistes, je suis sûr que certains l'ont. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement quel est l'avenir finalement de cette filière industrielle? Alors, en 2 minutes, si vous voulez bien, parce que c'est vrai que c'est une question finalement qui est souvent sous les radars, et vous l'avez posée, mais voilà, ça a été un peu le seul à le faire. Sur la question de l'ammoniac précisément, c'est ça? Monsieur Duet, est-il encore en ligne? Est-ce oui. complexe de le reconnecter pour qu'il puisse apporter un éclairage? Non, mais si c'est complexe… Vous m'entendez? Vous m'entendez? Voilà. Allô? Ce qui est sûr, c'est que moi, ce que je ressens, c'est que voilà, on est dans des réflexions mixtes où il n'y a peut-être pas une solution, mais peut-être une diversité de solutions qui se dégagent. Je vous propose d'inviter Pierre-Charles Marie. Enfin, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais je vois que la salle commence à… Il est là! Allez-y, Monsieur Duet. Oui, moi, je peux, si vous m'entendez, je peux m'exprimer. Voilà.
Alors, simplement, j'ai un écho assez… voilà, donc ça a l'air d'être bon. Oui, donc pour répondre à la filière ammoniac, ben c'est une filière qui effectivement a été relativement bien identifiée pour le développement du maritime. C'est l'un des secteurs sur lequel on imagine assez bien, parce qu'aujourd'hui, c'est à la fois en termes de transport, en termes de densité énergétique, un carburant qui peut être assez prometteur. Maintenant, il faut… Et puis aussi, comme je l'évoquais, il y a aussi une possibilité de pouvoir passer assez aisément du GNL à l'ammoniac. Donc, c'est aussi une des raisons qui font que c'est une filière qui est regardée. Alors après, il ne faut pas sous-estimer les complexités. On est très très loin d'avoir aujourd'hui des navires commerciaux qui fonctionnent à l'ammoniac. Il y a aujourd'hui des tests, des projets pilotes. Il y en a un certain nombre qui fonctionnent dans le monde, mais que ce soit du point de vue de la motorisation, du point de vue aussi de la gestion de l'opération, des opérations. L'ammoniac est quand même un combustible qui présente à la fois des risques de pollution, mais aussi des risques sur la santé qui sont quand même assez majeurs. Et donc, imaginez aujourd'hui du transport de passagers, des navires de transport de passagers qui fonctionnent à l'ammoniac, c'est quelque chose qui est quand même très, très complexe aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup d'obstacles à surmonter. Maintenant, c'est vrai qu'on est sur probablement un des carburants qui devrait trouver des applications dans le domaine du maritime à l'avenir. Alors, est-ce que ce sera dans 5 ans? Est-ce que ce sera dans 10 ans ou plus? Bon, ça reste à voir. Mais voilà, on l'évoquait précédemment dans les dérivés de l'hydrogène, celui-là en fait partie au même titre que le méthanol, au même titre que l'iméthane. Oui. Merci de cette réponse synthétique. Un des intervenants me faisait rêver en me disant, mais peut-être que dans 10 ans, on aura des immenses bateaux à voile aussi qui se développeront. Voilà, on est en pleine créativité dans ce domaine-là, recherche de solutions. Nous arrivons à la fin de cette rencontre. Je vous remercie à tous de votre intervention. Et le temps que vous retourniez à votre place, je vais proposer à Pierre-Charles Maria de me retrouver. Vous avez gardé vos petits cartons ou vous n'avez pas gardé vos petits cartons? Il y en a par terre, il y en a sur les côtés, allez-y. Est-ce que vous avez vos cartons? Voilà, alors, donc il y en a qui ont plusieurs cartons. La première question en fin de séance que je voulais poser, vous pouvez prendre votre petit carton aussi, Monsieur Maria, et voilà, c'était la dernière question que j'ai posée en introduction, c'est-à-dire, selon vous, est-ce que les choses ont peu évolué depuis ces 5 dernières années? Est-ce qu'il y a des prises de conscience qui sont là, ou est-ce que les actions concrètes se sont déployées? À la fin de cette conférence, et même si nous ne sommes pas au complet, quel est votre regard là-dessus? Pas d'évolution depuis 5 ans. Les prises de conscience sont là. Et les solutions concrètes. Donc, il y en a qui mettent les 3 en même temps. Voilà, beaucoup de jaunes, les 3, voilà. Donc, OK, très bien. Et je voulais aussi vous poser une dernière question. C'est concernant ce voyage que nous avons fait ensemble aujourd'hui. Que pouvez-vous dire? J'ai découvert des solutions techniques. J'ai passé une journée constructive et agréable. Je repars avec l'espoir pour l'avenir. Et là, vous pouvez répondre de manière multiple. Voilà, je pense qu'il y a plusieurs possibles. J'ai découvert des solutions techniques. J'ai passé une journée constructive. Voilà, une journée constructive et agréable. Et le rouge est un peu moins, quoique, représenté. Voilà, mais en tout cas, je vous remercie à tous de cette participation colorée et je laisse Monsieur le Président d'Atmosud clore cette rencontre. Oui, il s'agit bien de la clôture, pardon, peut-être un micro. Il s'agit bien de la clôture de cette rencontre et non pas d'une conclusion. Hein. Nous avions commencé ces journées à Marseille en 2017. Nous les avons poursuivies en 2019 à Ajaccio. Nous sommes aujourd'hui à Toulon.
Et je vous invite déjà à une 4e, alors je ne vous dis pas où, parce que je ne sais pas encore, mais il m'est venu à l'esprit un mot de Antonio Machado. Se hace el camino al andar. On fait le chemin en marchant. Et c'est ce que je pense que nous sommes en train de faire. Vous avez dit à Marseille, nous avions rassemblé des parties prenantes, tout le monde s'observait. J'ai eu le sentiment que 2 ans après, on avait affaire à des partenaires. Je pense que c'est le cas. Les partenaires, nous formons une équipe. Une équipe, nous avons à affronter les polluants de l'atmosphère, nous avons à affronter les forceurs du climat, qui nous jouent des tours rendables en matière de santé, en matière de dérèglement climatique. Et on sait très bien que c'est un cercle vicieux, les choses s'entraînent. Bon, donc nous avons du travail. Alors, est-ce que nous avons de l'espoir pour l'avenir? Oui, je pense. Cette journée, aujourd'hui, nous a permis de... Alors, qui sont les partenaires de l'équipe? Alors, on a vu ce matin l'État qui est intervenu en premier, qui nous a expliqué quelle était la réglementation, que la réglementation elle était lente à faire évoluer en raison, par exemple, des liens internationaux sur le pourtour méditerranéen. Bon, c'est compliqué. Donc, on perçoit bien ça. Bon, après, on a compris que c'est François Alfonsi qui a dit que quand même, on pouvait être plus rapide sur certaines actions. On pouvait, pour la partie européenne, au moins du pourtour méditerranéen, avoir des initiatives qu'on pouvait mettre en œuvre dès maintenant. Et toi, Gilles, tu nous as fait part de ce que vous arrivez à mettre en œuvre maintenant à Toulon, grâce au travail en équipe que nous avons mené, puisque vous aviez sollicité à nos Sud pour faire des études qu'on vous a donc fourni, et puis à partir de là, vous avez vu ce que vous pouviez faire. Bon, et je pense que des exemples comme ça, on en a beaucoup. Donc, l'État est un des partenaires, sans oublier l'Europe. On voit bien que sans l'Europe et sans une cohésion européenne, et je pense que maintenant on comprend tous que c'est une nécessité absolue. Voilà. Donc, l'État et l'Europe, et puis les collectivités, je l'ai déjà dit. Les collectivités, bon, la région, on n'en reparlera pas, l'escale zéro fumée, ça a été un bon déclencheur. Et puis, bon, avec un tour de table des financements, et on voit que c'est quand même l'économie est là. Si on veut avancer, il faut de l'argent, il faut le trouver, il faut qu'on arrive à boucler des budgets et on arrive à avancer. Alors, on a vu que les autres membres de l'équipe, c'est les opérateurs, les armateurs, les croisiéristes, les gestionnaires des ports. Et vous nous avez montré que vous étiez en capacité de mettre en œuvre des techniques existantes ou de travailler, de faire de la recherche et développement. L'exemple de la méridionale sur les filtres à particules est un exemple. On voit qu'on peut envisager. Alors, on a un peu examiné tout le panel de ce qui pouvait être mis en œuvre. Bon, il y a encore bien d'autres pistes qui n'ont pas été évoquées, mais on a parlé de la voile, mais ce n'est pas du tout cohérent. Pourquoi pas le nucléaire, je crois qu'on peut aussi le dire. Il y a des brises-glaces qui sont nucléaires. Pourquoi pas des énormes conteneurs pourraient ne pas l'être. Bon, les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, il y en a 2 là, c'est au sud de Qualité Corse. Vous voyez qu'elles ont un rôle important, c'est un rôle de fourniture de données sur lesquelles les gens puissent s'appuyer. Et ces associations agréées ont montré de plus en plus que si elles devaient pouvoir fournir des données utilisables, il fallait qu'elles aient aussi des données d'entrée les plus précises possibles. Et ça a beaucoup évolué en matière de maritime, puisqu'on travaille maintenant la main dans la main, parce que je crois qu'on peut le dire, après des périodes peut-être un peu plus délicates, pour obtenir des données sur la circulation des bateaux, sur leur motorisation, et de manière à faire, nous, des inventaires d'émissions qui soient les plus utilisables possibles. Ces ASCO, elles ont un rôle de médiation, c'est clair. Et vous qui êtes médiateur environnemental, vous le comprenez bien.
ce que nous avons vu aussi aujourd'hui, c'est que le monde de la recherche avait un rôle important à jouer. Hein. Et on a vu avec des programmes de très beaux programmes qui ont été montés, là, Skipper, les gros, c'est Skipper, Aeronostrum, hein, donc il y aura un comité de pilotage demain, hein, je crois. Bon, là, on voit bien qu'on peut exploiter, ça nous a été bien expliqué par notre collègue Léonidas, hein, qu'on pouvait exploiter toute une gamme de techniques de mesure. Parce que finalement, si on regarde un peu les mots, on dit avancement des connaissances. Mais connaître, bon, c'est indispensable, connaître. Mais si je connais, par exemple, la concentration en oxyde d'azote à tel endroit, bon, je la connais. Et qu'est-ce que j'en fais, hein? Ce qu'il faut, c'est comprendre. Et le mot est intéressant parce que comprendre, c'est prendre dans son ensemble, comprendere, hein? Prendre dans son ensemble. Donc, c'est comprendre les phénomènes qui sont sous-jacents. Et si on arrive à comprendre les phénomènes qui sont sous-jacents, on pourra s'atteler à la mise en œuvre de techniques, de solutions qui soient les plus pertinentes possibles en termes de coût-bénéfice. Hein, ça sera les premières à mettre en œuvre. Donc, la compréhension, et alors, c'est comprendre, c'est prendre dans son ensemble, mais on pourrait dire aussi que c'est prendre ensemble. Je reviens à cette notion de travailler ensemble. Alors, il y a le volet formation qui est important. Hein, le volet formation, se tourner vers les jeunes, les enfants dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, leur inculquer, hein, cette nécessité d'introduire ces paramètres environnementaux dans la vie courante. Et puis, ça permet aussi de faire prendre conscience à tout le monde qu'il est absolument nécessaire dans tous les compartiments des décisions qui doivent être prises. Je pense par exemple à l'aménagement urbain, par exemple autour des ports, hein, que cette qualité environnementale doit être importante. Alors, on voit bien que la santé joue un rôle très important. Tu l'as dit, Gilles, hein, on regardait autour du port, il y a des grands immeubles autour. Il est clair qu'on peut avoir des panaches, on l'a vu dans ce que nous a montré Alexandre en Mango tout à l'heure, hein, les panaches reviennent sur les bâtiments. Bon, et là, on voit bien le rôle aussi des associations, des citoyens, hein, qui sont souvent des riverains, hein, qui participent, et leur rôle prend une ampleur quand même qui est nouvelle. Hein. Avant, ils étaient très actifs pour faire reconnaître les préjudices qu'ils subissaient. Mais de plus en plus, ils sont acteurs, hein, du progrès. Et ça, la dissémination possible de technologies, de capteurs qui deviennent plus petits, plus maniables, permet à ce moment-là, avec bien entendu un contrôle rigoureux, hein, de la qualité de l'information qui est fournie, on arrive à faire en sorte que le citoyen se trouve aussi moteur, participe à l'effort, hein, puisque lui aussi va contribuer à la remontée de données. Bon, je crois que... alors, ce que je voulais signaler, puisqu'on a parlé de la journée à Marseille, la journée à Ajaccio, et puis cette journée aujourd'hui, celle-là, il y a eu un pas de temps de 2 ans, là, on a loupé un peu 2021, on est en 2022, bah, vous comprenez très bien à cause de quoi, hein, mais pendant ce temps, on avait justement mis en place la préparation d'un film, hein, avec des interviews, c'est ce dont on vous parlait tout à l'heure, c'était visible sur la borne qui est là-bas, hein, c'est M. Provence qui l'a réalisé, hein, avec des interviews. Je crois que chacun a été destinataire, Mélanie, c'est ça? Bon, je n'entends pas bien Mélanie là-bas, mais je crois que ça a été diffusé. Mais écoutez, voilà, moi j'ai de l'espoir, hein, on en a toujours, et je suis heureux qu'on ait pu travailler ensemble et qu'on puisse continuer à le faire. En vous remerciant d'avoir assisté à ces journées, d'y avoir participé activement, hein, et continuons comme ça. Et puis, rendez-vous alors, voilà,
On a d'autres occasions de se voir aussi. Merci. Applaudissements à tout l'équipage ici présent à la régie, qui a voilà, les traductrices. J'ai oublié de remercier les entreprises qui sont venues présenter leurs activités. Hein. Je connaissais l'éco-conduite pour les véhicules sur lesquels nous avons travaillé Atmosud dans un projet qui s'appelle Hermès, avec l'application Géodaire, hein. Non, GECOR. Et là, j'ai pu voir une société qui travaille sur l'éco-conduite des bateaux en zone portuaire par les pilotes de port. Très intéressant. Merci. Bonne réunion pour demain. Voilà. Voilà.